Kyoya était un comptable minable qui rêvait de devenir développeur de jeux. Cependant, sa vie prend un tournant lorsqu'il est envoyé dans le passé pour aider son école d'art de rêve à réaliser ses propres rêves. Mais quand il découvre qu'il partagera un dortoir avec son artiste préféré, il décide de commencer à la draguer à la place. Mais avant tout cela, Kyoya a gâché sa vie d'adulte à parcourir les mangas de son artiste préféré, tout en espérant décrocher par magie un emploi dans le jeu vidéo ou les arts. Les jours passant, il repensait au fait que 10 ans auparavant, il avait dû choisir entre les affaires ou une école d'art. Bien qu'il ait voulu être développeur de jeux, il a fini par choisir une école de commerce parce qu'il pensait ne pas être assez bon et se demande ce qui se serait passé s'il avait choisi l'école d'art. Il s'endort lentement avec des rêves troublés du passé et le lendemain, il se réveille à la voix de sa sœur pour s'apercevoir qu'elle a soudain l'air beaucoup plus jeune. À son grand choc, elle le félicite d'être entré à l'école d'art tandis qu'il la regarde incrédule se demandant « De quoi diable parle-t-elle » Il regarde autour de lui et réalise que sa chambre était exactement comme 10 ans auparavant. Il n'en croit pas ses yeux et vérifie le calendrier pour y voir une date d'il y a 10 ans. Il accepte rapidement ce qui lui est arrivé et le prend comme une bénédiction divine, décidant de saisir cette opportunité pour changer sa vie et de fréquenter l'école d'art cette fois-ci au lieu de l'école de commerce. Plus tard ce jour-là, il emménage dans sa nouvelle chambre et s'installe en pensant à toutes les personnes qu'il admire dans l'industrie, comme Akishima Shino, son artiste préféré. Puisqu'il a le même âge que ses créateurs préférés, il devrait être quelque part près de l'école, espérant que ce serait l'occasion pour lui de travailler avec eux. Le lendemain matin, il se réveille et trouve une fille endormie à côté de lui. Surpris, il recule, la réveillant par la même occasion. Il est surpris par le poids de ce qu'elle transporte et se demande comment cette beauté fatale a pu apparaître dans sa chambre. Sans dire un mot, elle s'empare de son lait et le boit d'un trait comme si elle n'avait pas bu depuis des jours. Elle glisse soudainement et tombe sur Kyoya. À ce moment-là, ses autres colocataires ouvrent la porte et découvrent une scène compromettante et il apprend vite qu'elle est Shino, sa nouvelle colocataire. Au petit déjeuner, ils sont rejoints par les deux autres colocataires, Nanako et Roku. Pendant qu'ils mangent ensemble, le groupe discute de la vie universitaire et se met d'accord sur la façon de diviser les tâches ménagères. Une fois terminé, ils se précipitent sur le campus pour découvrir que l'orientation a déjà commencé. Kyoya trouve rapidement une place à côté d'un gars nommé Ikawa qui entame une conversation sur le sport. Leur discussion est interrompue lorsque l'autre présente Kana, une femme rousse féroce et la professeure associée. Plus tard en classe, Kyoya remarque une fille rousse familière laisser tomber par mégarde sa carte d'identité. Il la ramasse et la lui rend, et au moment où il la voit, un flash de reconnaissance le frappe. Il se souvient qu'un jour en rentrant chez lui, il a vu une fille rousse regarder en bas d'un pont. Comme tout chevalier blanc niais, il décide de l'aider. Plus tard, ils s'assoient et boivent un verre ensemble pendant que Kyoya s'excuse d'avoir cru qu'elle allait mettre fin à ses jours quand elle se présente comme Kawase, la directrice d'une entreprise de jeux vidéo, et cherche à embaucher quelqu'un de nouveau. Il n'aurait pas pu être plus heureux en entendant cela et se porte immédiatement volontaire pour travailler comme stagiaire. Le lendemain, il la rencontre à son bureau pour une présentation officielle et est immédiatement envoyé au travail. Cependant, même après avoir travaillé dur et avoir été apprécié de tous, le projet auquel il participait n'a pas abouti et l'entreprise a dû fermer à cause de cela, licenciant Kyoya par la même occasion. À l'époque, il remarque que c'est la même femme qui, dans 10 ans, deviendra sa patronne à la compagnie de jeux vidéo. Son cœur s'emballe. Si elle est là, alors les membres de Platinum Era, le groupe de créateurs légendaires qui l'idolâtrent, doivent aussi fréquenter cette université. Pour la première fois de sa vie, il se sent vraiment plein d'espoir, car c'est sa chance d'apprendre aux côtés des personnes qu'il admirait de loin. 2 semaines se sont écoulées, Kyoya étant enseveli sous des cours ennuyeux et de longues heures au studio de tournage, travaillant aux côtés d'étudiants plus âgés, qui prenaient tout soit trop au sérieux, soit pas assez. Pendant les cours, alors que tout le monde est attentif, ce raté se retourne constamment pour reluquer les filles et se demander ce qu'elles fabriquent. Tout le monde, sauf Kawase, semblait indifférent, et qu'il ne pouvait s'empêcher de l'admirer d'être la seule à vraiment s'investir dans cette prétendue industrie. Soudain, le professeur se retourne et commence à mitrailler de questions, et pile au bon moment, Kawase lève la main pour répondre. Il la regarde incrédule tandis qu'elle répond parfaitement, puis redirige la question restante vers Roku, qui dormait profondément. Le professeur, fasciné par cela, presse Roku de répondre, qui rêve probablement de tacos, et pourtant, bien qu'il n'ait pas prêté attention à quoi que ce soit, il se lève et répond correctement à la question juste en jetant un coup d'œil au tableau. La classe est stupéfaite, et il est maintenant douloureusement évident que la première place sera un match à mort entre Kawase et Raku. Après les cours, Kyoya et la bande se réunissent pour débriefer ce qui vient de se passer. Nanako bouscule Raku avec espièglerie, impressionné par sa performance plus tôt, mais il fait comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Kyoya reste là à se demander pourquoi, malgré ses 10 ans d'expérience sur le terrain, il ne peut s'empêcher de se sentir comme un imposteur avec un appareil photo. Il prend douloureusement conscience que l'expérience seule ne signifie pas grand chose si elle n'est pas associée au talent ou à la connaissance. Pendant qu'il est perdu dans ses funérailles mentales, Shino le fixe d'un air étrange, le faisant presque échapper son café. C'est alors qu'Ikawa arrive, vêtu de ce qui semble être un étrange costume de personnage d'animé. Apparemment, c'est la tenue requise pour un club appelé Ninjutsu et il les encourage à découvrir d'autres clubs également. Alors qu'ils se promènent sur le campus, 2 filles leur font signe soudainement d'un balcon en demandant d'une voix chantante s'ils sont des premières années. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont emportés vers une fête de bienvenue chaotique organisée pour les nouveaux. À un moment donné dans la soirée, Shino s'endort contre Kyoya et plutôt que de la réveiller, il décide de la porter chez elle, parce que pourquoi pas. Elle se réveille à mi-chemin du trajet, bouleversée au-delà de toute raison, mais elle s'accroche toujours à lui comme un bébé koala. Alors qu'il marche sous les réverbères tamisés, il avoue discrètement à quel point il se sent inutile, surtout après avoir vu Roku répondre sans le moindre effort en classe. Elle lui dit de ne pas dire de bêtises et qu'il possède une multitude
multitude de talents, simplement dans un autre domaine comme la cuisine, le ménage, la lessive, etc. En fait, toutes les compétences requises pour un père au foyer. Malgré les reproches, cela le réjouit quand même, et les deux rentrent joyeusement à la maison pour découvrir que personne d'autre n'est là. Shino bâille et lui dit qu'elle va se coucher, mais son énergie semble étrange. Curieux, il la suit comme un parfait voyeur, et en jetant un coup d'œil par la porte entrouverte, il est stupéfait de la voir dessiner la couverture de son manga préféré, réalisant qu'elle est son artiste préféré. Le lendemain, Shino se dispute avec Roku parce qu'il a mangé sa nourriture sans demander, et en guise d'excuse minable, il lui offre un autre paquet de nouilles instantanées comme si c'était un trésor rare. Elle refuse et exige la même marque, la même saveur qu'elle avait. Kaya, déconnectée émotionnellement du drame, sirote son café en silence, se demandant si la vie étudiante serait toujours ainsi. Nanako arrive avec une attitude moralisatrice et réprimande Roku pour avoir mangé la nourriture de quelqu'un d'autre sans permission, lui faisant la leçon sur la décence, ce qui est culotté de sa part, car c'est elle qui est indécente maintenant. Quand Kyoha le lui fait remarquer aussitôt, elle pousse un hurlement de gêne et s'enfuit dans sa chambre, mais non sans l'avoir repoussé sur le côté. Plus tard, ce jour-là en classe, Kana leur enseigne les éléments fondamentaux du cinéma, puis demande aux élèves de former une équipe de 4 pour créer un court-métrage de 3 minutes. Après les cours, Roku et Kyoha en discutent nonchalamment lors d'un match de baseball dans le jardin, décidant finalement de faire équipe avec Shino et Nanako. Après tout, ils vivent déjà sous le même toit. Ce soir-là, en arrivant à son petit boulot dans une supérette, Kyoha aperçoit Nanako, qui y travaille également, scannant des articles comme une vraie professionnelle. Elle le salue et lui dit que le gérant les a regardés bizarrement parce qu'ils avaient mis la même adresse sur leur dossier. Pendant qu'il range les étagères, il lui demande pourquoi elle a choisi cette fac, et elle hausse les épaules, disant qu'elle n'avait pas de vraie raison, juste qu'elle s'ennuyait de son ancien lieu et voulait explorer quelque chose de nouveau. Le lendemain, Kyoha retrouve Kana et lui tend une feuille détaillant les progrès de leur équipe, lui promettant d'envoyer le scénario sous peu. Elle lui dit que les bonnes histoires naissent souvent de l'ordinaire et lui demande s'il lui est arrivé quelque chose d'intéressant dernièrement. En parfait dégénéré qu'il est, son cerveau repense instantanément au spectacle impromptu que Nanako lui a offert et il s'absente un instant, plongé dans une rêverie hormonale. Réalisant qu'il est sur le point de se dévoiler, il revient à la réalité et s'enfuit avant qu'elle ne puisse le presser davantage. Plus tard ce jour-là, quand il rentre chez lui, il trouve Shino le visage contre la table et lui demande si elle va bien. Elle se redresse avec un sourire endormi et lui raconte avec enthousiasme qu'elle a rêvé qu'elle mangeait une montagne d'huîtres. Il lui sourit avant de lui demander pourquoi elle est venue à cette université et elle explique qu'elle n'était pas douée pour les études, alors elle a choisi ce domaine pour découvrir ses talents. Elle se souvient avoir grandi dans une zone rurale où elle devait attendre plus de 30 minutes juste pour prendre un train. Et en entendant cela, il a une illumination et propose d'utiliser ce cadre de gare rurale pour dépeindre la vie d'une jeune fille dans le clip vidéo. Il rassemble tout le monde et leur annonce cela et tout le monde est enthousiasmé par l'idée, sauf Roku qui se contente de hocher la tête, dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir et retourne dans sa chambre. Au moment où ils commencent à se demander s'ils l'ont offensé, il revient, tend une feuille de papier et leur dit que c'est l'intrigue qu'il a écrite basée sur la suggestion de Kyoja. Toute l'équipe est stupéfaite de la qualité de l'écriture en si peu de minutes, mais avant qu'il ne puisse se lancer dans la production, il prend Kyoja à part, disant qu'il veut lui parler en privé. Il lui montre un autre document, quelque chose qu'il a écrit plus tôt ce matin-là, et quand Kyoja le lit, il est choqué de le trouver étrangement similaire à l'intrigue qu'il vient de suggérer. Il jure qu'il n'a pas plagié, et Roku le croit, mais il exprime quand même sa frustration de sentir que quelqu'un lui a volé ses pensées. Il essaie de comprendre l'étrange coïncidence, et se souvient soudain d'avoir lu une nouvelle avec une intrigue similaire clairement inspirée de l'histoire de Roku, probablement écrite par Roku lui-même dans le futur. Roku remarque son silence prolongé, et demande en plaisantant s'il cache quelque chose, mais il balaie vite l'idée, se traitant de stupide. Kyoja, lui, reste là, coupable, silencieux et en sueur, mais il joue le jeu et propose même de l'aider à peaufiner l'histoire. L'équipe se met alors au travail, mettant toute son énergie à préparer la vidéo. Le lendemain, ils vont dans un café pour en discuter et Kyoja soulève un problème important. Bien que le scénario de Roku soit brillant, il dépasse la limite de temps de 3 minutes et suggère qu'il coupe le scénario. Roku, fidèle à lui-même, refuse de changer un seul mot et dit plutôt au fil de parler plus vite pour respecter le timing. Kyoja se demande quoi faire car elle risque la disqualification en ne respectant pas les délais. Il l'explique à Roku qui s'agace et s'en va. Mais avant de partir, il accepte à contre-cœur de faire des modifications, bien qu'il soit évident qu'il en est très contrarié. Alors que le groupe sort du café, un type mystérieux tombe théâtralement au pied de Nanako, comme si c'était une audition de K-drama, et commence à débiter des absurdités sur sa beauté, suivie d'une histoire triste et suspecte. Il les convainc ensuite, d'une manière ou d'une autre, de visiter un magasin abandonné, et juste au moment où Kyoja est sur le point d'appeler la police, 2 autres gars surgissent en criant que leur salut est arrivé. Il s'avère que le gars mystérieux est Takashi, le président d'un club en difficulté sur le campus, sans membres et sans financement. Lui et les autres avouent avoir mis en scène tout le mélodrame juste pour présenter leur histoire. Nanako et Shino acceptent de rejoindre leur club glorieusement inutile, plongeant le trio dans une célébration frénétique. Takashi leur tend fièrement un prospectus, son visage s'illuminant comme si quelqu'un venait de financer son pilote Netflix. Ce soir-là, alors qu'il travaille à la gare, Kyoja croise Kawase qui l'interroge immédiatement sur le décor de leur film. Quand il confirme que c'est basé autour de la gare, elle répond qu'elle ne le laissera pas gagner.
Suite à cette étrange rencontre, il revoit Kana pour lui remettre le dernier rapport. À sa grande surprise, elle évoque la dispute survenue au sein de leur équipe. Il le nie d'abord, puis admet la vérité. Elle lui tend un scénario de film et lui explique comment il a fait un flop malgré les prix qu'il a remportés. La raison, le rythme était raté, trop étiré par une ambition démesurée. Elle lui explique qu'un bon scénario ne suffit pas à faire un bon film et qu'en tant que producteur, c'est à lui de veiller à ce que tout se déroule sans accroc. Cette révélation frappe Kyoja comme un camion et il rentre immédiatement chez lui, frappant à la porte de Roku comme un fou. Il dit à Roku qu'ils doivent d'abord se concentrer sur le travail d'équipe et résoudre le problème de temps plus tard. Tout le monde est d'accord et ils reforment une équipe. Mais juste au moment où ils sortent l'appareil photo de Roku, la catastrophe frappe. C'est un simple appareil photo, pas une caméra vidéo. Shino panique, disant qu'il est trop tard pour en emprunter un autre, et Kyoja sombre dans le désespoir, se demandant si même une seconde chance dans la vie suffira pour échapper au trou noir de malchance où il est piégé. Le jour de l'évaluation arrive enfin et toute l'équipe est assise, anxieuse, se demandant comment leur vidéo va se passer, surtout que Kyoja a dû faire des modifications de dernière minute et qu'ils n'ont jamais eu le temps de revoir le montage final. Kana monte sur scène et annonce que l'évaluation va maintenant commencer. D'un ton encourageant mais sévère, elle leur rappelle que ce n'est pas qu'un test, mais une partie essentielle de leur programme, et qu'ils doivent être prêts à recevoir des retours comme des adultes fonctionnels, pas comme des tout petits à qui on a refusé des bonbons. Du fond de la salle, Kawase déclare alors audacieusement qu'elle ne va pas perdre face à lui. Ensuite, Kana appelle l'équipe de Kyoja, qui s'inquiète, car le film précédent tournait aussi autour d'une gare, ce qui ferait inévitablement comparer le public les deux, comme des ex-toxiques se comparant sur leur évolution. La vidéo commence et le public est choqué de voir qu'il s'agit en fait d'une compilation d'images fixes et non de séquences animées. Ce que le public ignore, c'est que quand Roku a eu des problèmes avec la caméra, Kyoja a eu cette idée pour finir la vidéo avant la date limite. Il avait déjà travaillé sur quelque chose de similaire avec After Effects et savait que s'il ne pouvait pas filmer le mouvement, il pouvait toujours le simuler. Il avait même contacté Takashi pour des conseils sur l'animation en stop motion. Il leur fallait environ 100 photos par plan pour simuler le mouvement de manière convaincante. Et les voix seraient doublées plus tard. Shino avait été chargée de la composition des images, liant tout visuellement, et elle accepte avec enthousiasme. Ils avaient travaillé sans relâche pour capturer chaque image avec précision, assemblant le tout en un voyage visuel de 3 minutes qui montrait la vie d'une fille, de l'enfance à la vieillesse, uniquement à travers des images fixes. Quand la vidéo se termine, Kawase se lève en applaudissant bruyamment, et les autres se joignent à lui en l'acclamant. Kyuya et ses coéquipiers fixent l'écran, complètement stupéfaits que le public ait réellement adoré. Bientôt, ils obtiennent les résultats. L'équipe de Kawase décroche la première place, et celle de Kyuya la troisième, ce qui, vu les montagnes russes qu'ils venaient de traverser, était comme gagner un Oscar. Kyuya s'excuse auprès de l'équipe, disant qu'il aurait pu faire mieux au montage, mais Roku bondit immédiatement de son siège, déclarant que Kyuya était incroyable et incroyablement talentueux. Nanako l'apprécie aussi pour avoir sauvé la situation, et dit qu'elle doit sérieusement travailler son jeu d'actrice. Les voyant s'affronter passionnément, Kana sourit et les félicite, laissant entendre que d'autres projets sont à venir, et il quitte l'auditorium rempli d'enthousiasme. Plus tard, Kawase coince Kana et demande pourquoi l'équipe de Kyuya n'a pas eu la première place. Kana répond calmement que leur projet était clairement trop créatif, ce qui signifie souvent que c'était un accident. Elle annonce ensuite à Kawase que pour le projet de fin de trimestre, elle sera avec l'équipe de Kyuya, puis elle la taquine et s'enfuit, gênée. Elle regarde leurs photos d'enfance, ils n'ont pas beaucoup changé. Kawase était sa sœur cadette. Pendant ce temps, Kyuya et Nanako terminent leur service au dépanneur. En sortant, Nanako tire timidement sur sa manche, tel un personnage d'anime sur le point d'avouer son amour et lui demande s'il est libre. Elle l'entraîne au karaoké, où, à sa grande surprise, elle abandonne complètement sa timidité et chante avec passion. Quand elle a fini, elle redevient vite elle-même, toute timide, et lui demande s'il voudrait refaire un karaoké avec elle un de ces jours. Il hoche la tête avec un petit sourire et lui suggère qu'elle mette ses vidéos de chant en ligne. Elle rit nerveusement et balaye le compliment d'un revers de main, affirmant qu'elle n'est pas assez bonne. Le lendemain, l'équipe rencontre Takashi et le reste du club des inutiles afin de célébrer un petit miracle. Leur financement a effectivement augmenté. L'une des nouvelles membres se présente comme Iyama, déclarant que sa passion est la poterie. Cette nuit-là, Shino rejoint Kyuya sur le chemin du retour, marchant silencieusement à ses côtés. Elle admet finalement que son vrai talent est le dessin, bien qu'elle l'ait gardé secret. Kyuya, faisant semblant d'être surprise, mais sans l'être le moins du monde, écoute son explication. Bien qu'elle adore dessiner, elle ne s'est jamais sentie assez douée pour en faire une carrière. C'est pourquoi elle a choisi le cinéma, pensant que ce serait une voie plus sûre. Kyuya pose doucement une main sur son épaule et lui dit de ne pas douter d'elle-même, car elle se doit de suivre sa passion, peu importe où cela l'amène. Quelques semaines plus tard, Kawase rejoint Kyuya et le reste du groupe pour une excursion à la plage où ils commencent à réfléchir à leur prochain projet de nouvelle génération, cherchant à s'imprégner d'inspiration et du soleil. En rentrant, elle se penche et lui demande comment il a gardé l'appareil photo 3 jours, sachant que les premières années n'ont droit qu'à un jour de location. Kyuya se gratte maladroitement l'arrière de la tête et avoue qu'il a en fait emprunté l'appareil à des étudiants plus âgés en échange de son aide pour leur projet. Elle le réprimande, l'avertissant que ce qu'ils font est techniquement contraire au règlement. À ce moment-là, ils entendent une voix qui est d'accord avec elle, ils se retournent et voient une petite fille, et Kyuya lui demande d'où elle vient et si elle est perdue. La fille le fusille du regard avant de dire qu'elle est en fait leur aînée et se présente comme Tommy. Le lendemain, alors que les étudiants se rassemblent dans l'auditorium pour la projection de leur film, Kawase dit à Kyuya que quelque chose ne va pas.
À peine leur vidéo terminée, celle d'une autre équipe démarre et elle est d'une qualité remarquable, dramatique et très émouvante. Le public commence à murmurer, beaucoup commentant que la deuxième vidéo était bien meilleure que la leur. Kyuya et son équipe s'effondrent de déception, s'attendant à échouer. Mais alors, contre toute attente, Kana annonce l'équipe de Kyuya vainqueur. Le public s'indigne du résultat et juge la performance de leur équipe pathétique comparée à l'autre. Plus tard ce soir-là, Nanako rend visite à Kana en privé, lui disant qu'elle n'est pas d'accord avec le classement, que son équipe ne méritait pas la première place car le jeu d'acteur de l'autre équipe était clairement supérieur. Kana, calme comme à son habitude, répond que le jeu d'acteur seul ne suffit pas à faire un grand film et lui rappelle que le cinéma est une forme d'art intégrée. Le lendemain, Kyuya réunit l'équipe dans un café chaleureux, félicitant tout le monde d'avoir terminé la mission avec succès. Ils prennent tous de bons plats et des boissons pendant que Nanako commence à chanter. Quand elle a fini, tout le monde est émerveillé par sa performance et applaudit bruyamment. Elle devient timide et tente de minimiser la situation, mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, Kawase se lève, prend le micro avant de déclarer que Nanako ne veut en fait pas être actrice mais chanteuse. Nanako la regarde, absolument stupéfaite, et lui demande avec insistance comment elle avait pu savoir. Kawase lui répond que, bien que le jeu d'actrice de Nanako fût décent, il lui avait toujours semblé un peu vide, comme une performance trop lisse. Mais quand elle chantait, c'était brut, authentique et passionné. C'est ainsi qu'elle a su. Puis Kawase pousse l'accusation plus loin, l'accusant d'avoir peur. Peur d'échouer dans ce qu'elle aimait vraiment. Elle dit que Nanako n'a choisi la comédie que parce qu'on lui disait qu'elle était douée, pas parce que c'était son rêve. Les yeux de Nanako s'écarquillent alors qu'elle hurle en retour, disant qu'elle aimait chanter depuis qu'elle était enfant, mais les gens n'arrêtaient pas de la traiter de fausse et ça lui a brisé le moral. Kawase ne se retient pas et la traite de lâche pour ne même pas avoir essayé de s'améliorer. En entendant cela, Nanako est si furieuse qu'elle manque de la gifler, mais Kyuya intervient juste à temps pour l'en empêcher. Elle quitte le café en larmes, suivie de près par Kawase, et ils se demandent ce qui va arriver à leur groupe. Plus tard, quand Kyuya essaie de parler à Nanako en privé, elle refuse et s'en va. Il apprend des autres qu'elle ignore tout le monde, s'isolant complètement. Raku marmonne que Kawase peut être un peu fouineuse parfois, mais Shino n'est pas d'accord, affirmant que Kawase n'essaie absolument pas de lui faire du mal. Elle veut juste sincèrement que Nanako suive sa véritable voie. Kyuya acquiesce et retrouve plus tard Kawase, qui semble plus abattue que d'habitude. Elle reconnaît qu'elle a peut-être été trop sévère, mais il la rassure, lui expliquant que Nanako avait besoin d'entendre ses paroles, même si elles étaient blessantes. Autour d'un café, elle confesse quelque chose d'assez inattendu, qu'au fond d'elle-même, elle est jalouse de Nanako. Jaloux qu'elle ait eu un talent si évident dès son plus jeune âge et qu'elle l'ait quand même ignoré. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il est sûr que Nanako n'abandonnera pas sa passion. Après les cours, les membres du club de photographie l'informent de la cérémonie scolaire à venir. Et il va en discuter avec Takashi qui lui explique que c'est un événement de 3 jours avec plus de 8000 étudiants y participant. Alors qu'il s'étend sans fin sur les détails de l'événement, Iyama arrive soudainement pour le remettre à sa place, affirmant qu'il se sert de cette occasion pour son propre avantage personnel. Il s'excuse et accepte de se taire pendant qu'elle explique à Kyuya que chaque année, lors de l'anniversaire, le lycée louera une salle de classe pour organiser une exposition d'art. Et quand il demande pour cette année, elle frappe Takashi avant de dire qu'à cause de ce minable, ça n'aura pas lieu cette année. Apparemment, il a soumis une proposition alternative derrière leur dos pour transformer la salle d'exposition en maid café. Iyama se met à le tabasser quand il hurle qu'il a absolument besoin d'une chef des maids aux cheveux roses. Elle exige de savoir où diable il trouvera assez de bénévoles pour le café, sans parler de quelqu'un avec des cheveux roses. C'est alors que Kiowa se souvient de Tomie, la petite fille aux cheveux roses, et au moment même où il ouvre la bouche, elle surgit comme par magie à ses côtés, tel un personnage d'anime fantastique. Ils échangent des banalités pendant que Takashi salive sur ses fantasmes de cheveux roses. Pendant ce temps, Tomie leur explique la raison de sa présence, pour demander l'aide de Kyuya sur un projet de jeu et veut qu'il en soit le réalisateur. Il réfléchit à ce qu'il doit faire, car c'est sa deuxième opportunité de créer des jeux et de réaliser son rêve, mais il refuse toujours. Elle respecte sa décision et lui tend une clé USB contenant le jeu qu'elle a déjà développé avant de partir. De retour chez lui, Kiowa ouvre le jeu et écoute la musique du générique. Et soudain, il est envahi par la nostalgie. À l'époque de son ancienne vie, quand il travaillait dans l'industrie du jeu vidéo, son entreprise n'avait pas le budget pour un ingénieur du son. Il a donc dû apprendre l'ingénierie du son par lui-même. Il se souvient des difficultés, de l'apprentissage, des nuits blanches, et puis ça le frappe, il se précipite dans la chambre de Nanako où elle boude encore en silence. Elle refuse d'ouvrir la porte, alors il diffuse l'audio de son chant, corrigé à l'aide d'outils sonores pour régler les problèmes de justesse. Il lui dit doucement qu'elle a un potentiel immense et qu'elle ne devrait pas abandonner son rêve juste parce que certaines personnes n'ont pas su le voir. Lentement, la porte s'ouvre et elle se tient là, les yeux embués de larmes, tandis qu'elle le remercie et dit qu'elle est prête à se lancer sérieusement dans le chant. Il sourit et lui dit qu'elle peut absolument le faire et qu'il sera là pour l'aider jusqu'au bout. Dans quelques jours, les préparatifs pour l'anniversaire de l'école battent leur plein quand Kyuya et Nanako décident de passer du temps de qualité ensemble. Alors qu'ils marchent, ils repensent à la façon dont elle avait promis de se concentrer sur son chant. Elle travaille dur sous la tutelle d'un musicien expérimenté,
apprenant tout depuis le début, et même améliorant son endurance avec des exercices réguliers. Elle lui demande nerveusement si tous ses efforts aboutiront à quelque chose, se demandant ce qui l'attend vraiment au bout de ce chemin. Il la rassure doucement, lui disant de ne pas trop réfléchir, surtout qu'elle vient tout juste de commencer à faire ce qu'elle aime vraiment. Elle hésite, puis lui demande pourquoi il l'aide autant, mais il répond simplement qu'après avoir vu sa performance, il souhaite juste qu'elle réussisse. Cette honnêteté la touche au plus profond d'elle-même et elle le serre impulsivement dans ses bras en signe de gratitude, disant que personne ne l'avait jamais aidé de cette manière auparavant. Mais le moment devient vite gênant quand elle rougit et recule, murmurant qu'il ne devrait pas trop interpréter son soudain élan d'affection. Kyoya regarde ses amis, tous travaillant avec passion à leurs rôles individuels pour le festival, et se demande si la raison pour laquelle il a voyagé dans le temps est d'aider ces personnes talentueuses et déterminées à réaliser leurs rêves. Finalement, le jour de l'anniversaire de l'école arrive. Et le campus se transforme en un carnaval vibrant, avec des stands animés, des projections de films indépendants, des expositions d'art et des festivals de musique. Ikawa tend à Kyoya un billet pour un film d'époque, dans lequel il a joué et insiste pour qu'il vienne le voir. Kyoya visite ensuite le célèbre club de maids que Takashi a proposé, pour découvrir les filles vêtues de costumes qui semblent tout droit sorties de son historique de navigation. Alors qu'il les dévisage comme un adolescent dépravé, Tommy surgit à ses côtés et le charrie, lui demandant s'il profite du spectacle gratuit. Gêné, il s'excuse et lui demande pourquoi elle participe. Elle répond qu'il manquait de bénévoles, alors elle est intervenue avant. Quoi lui demande si elle est bien dans cette tenue. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Takashi intervient et la qualifie de perfection. Bientôt, une foule, principalement de garçons, afflue au café, clairement attirée par bien plus que le simple café. Pendant que les filles prennent les commandes et servent, Kyoya s'occupe des tâches de cuisine. Kiyama s'excuse étonnamment auprès de lui de lui faire toutes les corvées, de l'approvisionnement à la préparation des plats, car il manque cruellement de personnel. Il lui dit que tout va bien, mais avant qu'il n'ait pu ajouter un mot, il la voit tabasser Takashi pour avoir essayé de prendre des photos compromettantes des femmes de chambre. Shino s'approche et lui essuie délicatement la farine des joues, et il la remercie avant d'aller vérifier comment se déroule le service de ménage. Tout roule et les clients augmentent sans cesse. Avec cette foule incessante, le groupe n'a pas le temps de profiter des stands, des expositions ou des animations du festival. Les 2 premiers jours passent en un éclair et au 3e, les filles sont complètement épuisées. Roku demande à Kyoya si travailler dans un maid café est vraiment si épuisant. Kyoya hoche la tête tout en gardant à peine les yeux ouverts. Nanako se plaint que ça ressemble moins à un festival et plus à un travail à temps partiel de l'enfer. Kyoya vérifie l'ordinateur portable et informe tout le monde qu'ils ont atteint leurs objectifs de vente, ce qui signifie qu'ils pourraient potentiellement fermer plus tôt le dernier jour si les supérieurs l'approuvent. Nanako le supplie de faire en sorte que ça arrive et essaie de recruter Rokyu pour qu'il passe du temps avec eux. Il refuse, montrant une affiche de film et disant qu'il doit aller voir un film. Elle lui assène un coup de poing dans le ventre, ce qui réveille Shino de sa sieste, et tous se retrouvent plongés dans un échange chaotique. Le tout dernier jour de l'anniversaire arrive enfin. Kyoya aperçoit Kawase devant le maid café et lui demande ce qu'elle fait là. Elle lui montre la même affiche que Roku avait, disant qu'elle est venue voir le café après avoir regardé le film. Elle dit ensuite tristement qu'elle doit aussi s'excuser auprès de Nanako pour avoir été dure l'autre jour. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car Nanako a recommencé à pratiquer le chant. Plus tard, Kyoya et Shino vont aussi voir le film et se demandent quand Ikawa apparaîtra. Mais à leur surprise, son rôle n'est qu'un petit rôle parlant, rien de plus, totalement inutile malgré toutes ses vantardises. Après le film, les deux mangent bien, se promènent, regardent des films d'horreur, puis visitent une exposition d'art. Là, Shino fixe longuement un tableau alors Kyoya la rejoint. Le tableau est magnifique et il vérifie l'artiste Kazuo, ce qui lui semble étrangement familier. Soudain, sa vision devient floue et il s'effondre sur le sol, ce qui pousse Shino à se précipiter à ses côtés avec inquiétude. Pendant ce temps, Nanako est au café à l'attendre, mais c'est Roku qui arrive en lui demandant ce qui se passe. Elle lui dit simplement qu'il a raté de jolies filles en tenue de soubrette, ce à quoi il répond qu'elle lui est plus que suffisante. Bien qu'elle en rie, elle est triste que Kyoya ne soit pas là avec elle, mais elle était loin de se douter qu'il gisait inconscient dans la galerie d'art. Heureusement, Kyoya se réveille un peu plus tard et voit Shino penché sur lui. Il se lève immédiatement après avoir réalisé qu'il était sur ses genoux. Elle lui dit qu'il s'est trop fatigué et lui demande de se recoucher de la même façon. Il obéit et se rallonge sur ses genoux tandis qu'elle lui caresse la tête. Elle lui dit qu'il est très capable, fiable, mature et talentueux et qu'il l'a constamment encouragé. Elle se penche alors et l'embrasse lentement. Mais soudain, il reçoit un appel gâchant le moment. Il apprend que le chanteur invité vedette du concert s'est désisté et se précipite pour retrouver les autres. L'un des gars l'informe que c'est dû à un double booking et il s'avère que la célébrité s'était engagée avant de devenir célèbre et les plante maintenant. Tommy pose son regard sur Nanako et lui suggère de monter sur scène. Kyoya est d'accord et l'encourage vivement, mais elle panique soudainement, affirmant qu'elle n'est pas du tout prête, puis repousse sa main et s'enfuit. Roku accepte de retenir la foule avec des numéros d'improvisation comique et quelques tours de magie, pendant que Kyoya part à sa poursuite. Il la retrouve au bord du lac et s'approche d'elle avec une lenteur calculée.
Elle lui dit qu'elle est terrifiée de ne pas être à la hauteur et il la rassure doucement et sort son ordinateur portable, lui montrant une vidéo de sa performance qu'ils avaient mise en ligne et qui est déjà devenue virale. De retour sur les lieux, Roku et les autres font des sketchs ridicules et des danses désespérées pour gagner du temps. Au moment où ils sont sur le point de manquer d'astuces, Kyoya et Nanako reviennent. Avec un courage renouvelé, Nanako monte sur scène et, après un début hésitant, livre une performance éblouissante. La foule se tait, émerveillée, avant d'éclater en acclamations. Après la performance, elle se précipite pour retrouver Kyoya et est horrifiée de voir Shino l'embrasser passionnément. Comme si cela ne suffisait pas, Kyoya se réveille le lendemain pour trouver Shino allongé sur lui et elle se lève sans vergogne, agissant comme si tout était normal. Elle boude alors, exigeant qu'il répète ce qui s'est passé hier. Et juste au moment où il s'apprête à commencer, Nanako ouvre la porte pour les appeler au petit déjeuner, seulement pour que la pauvre fille revoie encore une fois cette scène déchirante. Au petit déjeuner, Kyoya demande à Roku s'il a séché les cours dernièrement. Roku confirme, expliquant que le travail a été mouvementé. Mais Nanako n'y croit pas et le traite immédiatement de paresseux. Les deux se mettent à se chamailler, mais l'humeur de Nanako s'assombrit encore plus lorsqu'elle aperçoit Shino glousser à côté de Kyoya. Roku promet de commencer à assister aux cours la semaine suivante, mais plusieurs jours s'écoulent, et il reste introuvable. Un jour, Kyoya voit Shino traîner Roku par le bras, insistant pour qu'il reste à l'intérieur et se repose. Elle explique qu'il vomit depuis des jours. Avant que Roku ne puisse répondre, il s'effondre sur le sol. Il l'emmène d'urgence à l'hôpital où le médecin lui conseille du repos. Kyoya le réprimande pour avoir dépassé ses limites. Mais Roku n'écoute pas et se rend au travail. Quand il le suit et lui demande pourquoi il tient tant à s'épuiser, Roku finit par craquer, lui disant de s'occuper de ses affaires. Quand l'autre ne le laisse pas tranquille, Roku finit par céder et avoue qu'il paie lui-même ses frais de scolarité et ne reçoit pas d'argent de sa famille en raison d'une relation familiale tendue. D'un ton résigné et vaincu, il admet qu'il ne peut plus gagner suffisamment et qu'il ne peut pas travailler plus qu'il ne le fait déjà. Kyoya, cependant, l'assure de ne pas abandonner et promet de trouver une solution. Le lendemain, il convoque une réunion d'équipe et propose un nouveau plan. Ils développeront un jeu PC de style roman visuel avec Roku à l'écriture du scénario, Shino au croquis de personnages, Nanako à la composition de la musique de fond et Kyoya lui-même comme réalisateur. Plus tard ce jour-là, Kyoya rend visite à Tomie pour demander un financement. Il explique leur projet et son objectif et elle avertit que gagner de l'argent avec des jeux indés est difficile sans une base de fans existante. Il demande donc de sortir le jeu sous le nom populaire de son club pour la visibilité, et elle accepte. De retour avec le groupe, il annonce qu'ils vont créer un jeu vidéo se déroulant dans un lycée avec de la romance et des scènes PG-18+. En entendant cela, Roku l'entraîne hors de la pièce pour parler en privé et admet qu'il manque d'expérience dans ce domaine. Kyoya essaie de le réconforter, disant que même les scénaristes célèbres ont fait semblant jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Quand les deux retournent dans la pièce, les filles disent qu'elles n'ont jamais joué à ce genre de jeu auparavant. Alors Kyoya leur tend son ordinateur, leur demandant de copier le jeu installé et de gagner de l'expérience. Quelques minutes plus tard, Nanako sort en trombe, les larmes aux yeux, le frappant avec un oreiller en criant qu'il avait ruiné son innocence, comme si elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait. Pourtant, Shino en sort hébété et juge l'expérience intéressante. Nanako le traite de pervers avant de courir dans sa chambre et de claquer la porte. Comme si ce n'était pas assez, il voit Roku boudé dans un coin à cause de son manque d'expérience, et Kyoya décide de lui donner des cours. Plus tard ce jour-là, il rencontre un gars nommé Yama, un artiste qu'il connaît du futur, et lui demande son aide pour dessiner les décors du jeu. Yama donne son accord, et il part ensuite retrouver Tomie afin de se procurer le matériel nécessaire. Le lendemain, Kyoya rend visite à Kana, mais il découvre qu'elle est déjà au courant de son plan. Tomie surgit alors soudainement dessous le canapé, et il est évident qu'elle n'a fait que parler. Il lui révèle qu'ils fabriquaient des jeux ensemble, mais plus maintenant. Maintenant, elle aide des étudiants aux passions similaires. Kana souhaite bonne chance à Kyoya, mais lui rappelle de ne pas négliger ses études. Cette nuit-là, il donne à Roku des vidéos d'exemples pour qu'il puisse étudier et acquérir l'expérience requise. Mais il ressort peu après en disant qu'il n'a absolument rien compris. Nanako se plaint que composer des musiques de fond est plus difficile que prévu, et Shino dit que dessiner des illustrations de jeux est tout aussi difficile. Le lendemain en cours, Kawase remarque leur état de zombie et qu'ils ont failli ruiner leur poterie en s'endormant dessus, alors elle confronte Kyoya à ce sujet, qui admet qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Il explique leur situation et elle exprime sa sympathie avant de proposer son aide. Cette nuit-là, Roku termine le scénario et demande à Kyoya de le relire. Kyoya suggère de raccourcir les longues descriptions et d'ajouter des dialogues plus naturels. Le lendemain matin, Shino mentionne nonchalamment avoir vu une voiture chère garée dehors. De là, deux hommes en manteau noir et une jeune fille en manteau de fourrure étaient sortis. Sa description alerte immédiatement Roku, qui prépare rapidement un sac et dit qu'il va disparaître pendant une journée. Mais avant qu'il ne puisse disparaître, la mystérieuse jeune fille et son garde du corps apparaissent à leur porte. La jeune fille saute immédiatement sur Roku et l'étreint alors qu'il essaie de s'éloigner d'elle. Cependant, dès qu'elle perçoit tous les regards braqués sur elle, elle se ressaisit et se présente comme Sayuri, la fiancée de Roku, laissant le groupe complètement sous le choc. Le groupe invite Sayuri à une soirée fondue chinoise,
et elle accepte avec joie au grand désarroi visible de Roku. Il grommelle qu'elle achète ses amis avec de la nourriture, tentant de se défaire de son emprise, mais elle lui fourre de force une boulette comme à un grand enfant. Kiyoya observe cette étrange scène domestique et se demande quelle est leur véritable relation. Shino fait la même chose en plaisantant à Kiyoya, ce qui déclenche les alarmes de jalousie de Nanako. Pour ne pas être en reste, elle se met aussi à le nourrir. Kiyoya, pris entre l'affection de 2 filles et la bouche pleine de nourriture, réfléchit à ses choix de vie. Plus tard sur le terrain de foot, Roku lui explique qu'il aime bien Sayuri, mais d'une manière purement platonique, et qu'il a fui de chez lui parce qu'il n'avait pas le courage de la rejeter directement et de blesser ses sentiments. Environ une semaine s'écoule, et Sayuri devient une visiteuse régulière, pas sans déposer assez de nourriture pour ouvrir un petit restaurant. Malgré le chaos, le groupe persévère dans le développement du jeu. Un soir, Roku tend à Kiyoya le script réécrit, qui le lit et le trouve sincèrement impressionnant. Il prend ensuite des nouvelles de Nanako, qui se plaint que composer de la musique est plus difficile que prévu. Après avoir écouté ce qu'elle a fait jusqu'à présent, il l'encourage et l'assure que c'est déjà bien, ils le peaufineront simplement avec un logiciel. Elle est si soulagée qu'elle le serre dans ses bras et reste ainsi plus longtemps que prévu avant de s'éloigner, rougissante. Ce soir-là, Kiyoya et Shino examinent les décors de Yama, qui sont vraiment excellents. Il voit ensuite les croquis de personnages de Shino et est impressionné par le fait qu'elle s'en sorte si bien, même en dehors de son style habituel. Elle lui montre ensuite une scène plutôt osée tirée du jeu de référence et lui demande innocemment ce que ces 2 personnages sont en train de faire. Il est gêné et lui répond simplement que c'est PG-18+. Mais cette explication ne lui suffit pas, et elle le questionne encore. Quand il ne répond pas, elle l'accule et insiste pour apprendre à dessiner ses scènes correctement, avec des références vivantes et une expérience pratique, le faisant craindre pour sa santé mentale. Le lendemain, il remet la démo à Kawase, et quand elle demande comment ils ont réussi à assembler tout ça, il dit modestement que c'était pour le goût du public en général. Elle l'apprécie d'avoir fait sortir Roku de sa zone de confort, et lui dit qu'il a un talent tout particulier pour faire agir les autres. Bientôt, le nouvel an 2007 arrive, et le groupe se rassemble pour prier. Shino demande à Kiyoya ce qu'il a souhaité, et il lui répond très sérieusement qu'il a souhaité un processus de développement fluide et d'excellente vente. Les autres font écho à la même chose avant de se replonger dans le travail. Ils examinent la version actuelle du jeu et sont surpris. Ça commence enfin à ressembler à un vrai jeu. La date de sortie est fixée et l'engouement est réel. Plus tard, quand Kiyoya va demander quelque chose à Roku, il est accueilli par la vue de Saori le câlinant pendant qu'il travaille. Il apprend à ses dépens ce qui arrive quand on entre dans la chambre de quelqu'un sans frapper, et ça empire quand elle poursuit Roku comme un chien avec un os. Au lieu de les laisser seuls, Kiyoya les interrompt sans vergogne, puis quitte la pièce pour bavarder avec les filles. Elles expriment toute leur sympathie pour Sayuri, constamment rejetée, et se demandent quoi faire. Kiyoya, soudain conscient de ce qui l'entoure, demande aux filles pourquoi elles sont assises si près de lui, mais elles le repoussent, affirmant que ce n'est que son imagination. Au travail, Nanako demande soudainement ce qu'il faisait dans la chambre de Shino l'autre jour, et Kiyoya, tel l'idiot qu'il est, répond nonchalamment qu'il prenait juste des photos compromettantes pour la référence artistique de Shino. En entendant cela, elle part furieuse, le laissant se demander comment gérer à la fois les siens et les sentiments grandissants de Shino. À court d'options, il demande conseil à Kawase. Elle lui crie d'abord dessus, puis lui demande froidement quelle fille il aime. Quand il répond qu'il n'en aime aucune de cette manière, elle le traite d'idiot et lui dit de les rejeter ou de les éviter, à moins qu'il ne veuille être traité de coureur de jupons. Elle lui conseille ensuite de prendre une décision une fois le match terminé. Plus tard cette nuit-là, lui et Riku révisent le scénario pendant que Sayuri les observe, s'ennuyant à mourir. Finalement, elle saute sur Roku et commence à jouer avec ses cheveux. Elle mentionne nonchalamment que ses parents sont inquiets, mais Roku s'emporte, disant qu'il est impossible que son père ait dit ça. Blessé, Sayuri s'en va discrètement. Roku présente ses excuses à Kiyoya, tant pour le scénario que pour l'incident avec Sayuri. Mais Kiyoya lui dit de ne pas se tracasser et lui demande de se reposer, car il n'est manifestement pas d'humeur à travailler. Quelques jours plus tard, Kiyoya recroise Sayuri. Sa voiture s'arrête et son garde du corps, d'une taille terrifiante, le dévisage comme un exécuteur de la mafia. Elle invite Kiyoya pour une conversation privée et lui dit qu'elle a l'intention de rentrer chez elle, acceptant enfin que Roku ne viendra pas avec elle. Puis, de nulle part, elle lâche une bombe et demande à Kiyoya si lui et Roku sont plus que des amis. Kiyoya manque de s'étouffer, mais il le nie avec calme. Satisfaite, elle lui demande s'il peut réellement garantir à Roku un avenir prometteur avec cette voix. Kiyoya, sans hésiter, lui répond que même si l'issue est incertaine, c'est le choix de Roku et qu'ils font tout ce jeu ensemble pour son bien. Elle semble satisfaite de sa réponse et lui demande de prendre soin de Roku avant de partir. Plusieurs jours passent et, à un mois de la sortie officielle du jeu, Kiyoya rassemble tout le monde et leur dit que le vrai travail va commencer. La pression va s'accumuler comme des assiettes sales dans l'évier d'un célibataire, mais ils doivent persévérer coûte que coûte. Kiyoya se dirige vers sa chambre et vérifie l'avancement actuel. Il leur faut encore au moins 3 musiques de fond originales. L'illustration n'est achevée qu'à peine 40% et le moteur plante occasionnellement comme un bambin qui apprend à marcher. Plus tard, il donne à Nanako une piste audio de référence et lui demande de reproduire l'atmosphère et le rythme émotionnel du morceau pour leur prochaine musique de fond. Ensuite, il se tourne vers Shino, lui demandant de modifier la composition de son dessin afin qu'elle corresponde mieux à son style et d'accélérer le processus.
Cependant, les choses ne se déroulent pas aussi facilement avec Roku, qui n'est pas du tout enchanté par la suggestion que Kyoya lui fait et lui dit que c'est radicalement différent du brouillon original qu'il a créé, donc ça n'a aucun sens pour Kyoya de demander une réécriture s'il va de toute façon tout modifier. Kyoya explique calmement que, dans la production réelle, le réalisateur tient généralement les rênes pour l'exécution du scénario, et si les scénaristes posent les bases, c'est souvent le réalisateur qui le remodèle selon les contraintes de production. Il dit aussi à Roku que c'est le meilleur moyen pour eux de terminer le scénario à temps et Roku finit par accepter. À la fin de la semaine, le scénario est bouclé et le lendemain, Kyoya informe Tommy qu'il est temps de commencer le processus de doublage. Ils se rendent dans un studio d'enregistrement local avec Nanako pour enregistrer des voix off et des pistes sonores. Tout le monde est très content des progrès et Kyoya va en informer Kawase. Ils apprennent à utiliser After Effects avec Takashi pour éditer leurs jeux vidéo. Et en un rien de temps, Kawase en devient une experte. Takashi murmure à l'oreille de Kyoya qu'elle est un génie fou et il est d'accord. À ce moment-là, il reçoit un appel de Shino et il va la rencontrer. Elle a eu une excellente idée pour une scène qui nécessiterait d'ajouter un plan de plus. Il se demande si, bien qu'il aime beaucoup son idée, il devrait l'accepter car ils sont déjà en retard et accepter cette idée ne ferait que retarder davantage les progrès. C'est donc avec un cœur lourd qu'il refuse, mais non sans avoir sincèrement loué sa créativité. Elle hoche la tête discrètement et retourne au travail, clairement déçue, mais compréhensive. Alors que la date limite approche à grands pas, les choses prennent une tournure chaotique. Nanako pousse un cri strident pointant du doigt l'écran qui affiche un personnage sans visage dans le jeu. Kyoya parle d'un bug de rendu et appelle immédiatement Tommy, qui commence à travailler sur le problème. Il prend des nouvelles de Kawase et Shino et est horrifié de découvrir encore plus de bugs majeurs cachés dans le jeu, comme des cafards lors d'une inspection de cuisine. Dès que le fichier est soumis, tout le monde s'effondre d'épuisement comme des soldats après la bataille, sauf Kyoya qui reste éveillé, mu par sa seule volonté. Le lendemain matin, ils reçoivent la version finale du jeu et l'excitation envahit la pièce tandis qu'ils y jouent. La phase de développement est peut-être terminée, mais voici maintenant la prochaine étape terrifiante, le marketing et la vente. Kyoya et Tommy commencent immédiatement la promotion, se préparant pour l'événement de lancement à une convention locale de jeux indépendants. Le grand jour arrive enfin et à leur grande surprise et joie, le stand est bondé. Ils réussissent même à atteindre leur vente prévue en une semaine. Kyoya remercie tout le monde pour leur travail acharné et il l'acclame bruyamment, reconnaissant de ce qu'il a rendu possible. Il distribue ensuite les bénéfices à chacun et tous sont stupéfaits d'avoir réellement réussi à générer une somme d'argent aussi conséquente. Quand il donne sa part à Roku, il lui dit que Roku peut désormais payer ses frais de scolarité sans aucun problème, car c'est grâce à lui que tout ce projet a pu voir le jour. Cependant, Roku l'entraîne à l'extérieur pour discuter en privé et lui révèle qu'il va abandonner ses études, lui demandant de distribuer sa part à tous les autres. Kyoya, stupéfait et furieux, lui demande comment il peut ainsi tout laisser tomber après tout ce que l'équipe a fait pour lui. Roku, les yeux baissés, dit que bien qu'il soit passionné par l'écriture, il n'y voit pas d'avenir, pas après avoir expérimenté de première main à quel point cela peut être instable. Avant de partir, il révèle discrètement qu'il a même choisi un nom de plume pour lui-même, un inspiré par sa ville natale pour le nom de famille, et le plus déchirant, le nom de Kyoya comme prénom. Kyoya n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre et commence à pleurer, mais Tommy s'approche de lui et lui demande si tout va bien. Il repense à tout ce qui s'est passé et se demande pourquoi il a échoué une fois de plus, malgré tous ses efforts pour former l'ère de platine en remontant le temps. Il réalise avec stupeur qu'ils étaient déjà célèbres et populaires dans le futur sans lui, et que tout ce qu'il a fait, c'est s'immiscer dans leur vie à cause de ses vœux pieux, ce qui a complètement changé l'avenir de Roku. Soudain tout s'éteint et il se réveille avec une petite fille à côté de lui qu'il appelle papa. Il vérifie l'heure et réalise avec horreur qu'il est de retour dans le futur, 10 ans se sont écoulés et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il est marié à Shino et cette petite fille est leur fille Maki. Alors qu'ils déjeunent ensemble, Kyoya réalise qu'il a gâché la vie de l'ère platine en s'immisçant dans leur existence, les rendant trop dépendants de lui et bloquant leur créativité, tout ça au nom de l'aide. Il va dans sa chambre et découvre qu'ils vivent ailleurs, près de Tokyo, et qu'ils travaillent pour une entreprise de jeux vidéo appelée Attraction Point après avoir obtenu son diplôme. Il consulte son historique d'appels et remarque que le dernier appel qu'il a passé était à Kawase il y a un mois. Curieux ou peut-être désespéré de reconstituer ce qu'est devenu sa vie, il l'appelle mais avant même qu'il ne puisse parler, elle décroche et pressée mentionne que le plan ne se déroule pas bien et lui demande de la rejoindre au bureau. Cela confirme la choquante réalité. Ils travaillent au même endroit et il ignore même ce maudit plan. Le lendemain matin, il se réveille, s'attendant à moitié à se retrouver dans sa chambre d'étudiant. Mais bien sûr, il est toujours bel et bien dans le futur. Shino lui prépare son déjeuner alors qu'il part au bureau et Samaki insiste pour le raccompagner jusqu'à la porte. Au bureau, il a du mal à localiser son bureau jusqu'à ce qu'il aperçoive une photo encadrée de sa famille, un instant de bonheur spontané dont il ne se souvient même pas avoir vécu. Avant qu'il ne puisse s'asseoir, une jeune collègue l'approche et lui dit que la productrice veut le voir. Il la suit dans le couloir et est stupéfait quand la productrice s'avère être Kawase, toujours aussi vive, toujours aussi posée, mais plus la réalisatrice autoritaire qu'elle était autrefois. Elle demande son aide pour un projet, sa voix fatiguée. Ce soir-là, pendant le dîner avec Shino et Maki, Kyoya les regarde rire et parler, et pour la première fois, il se demande si cela, cette simple domesticité,
est ce que le bonheur est censé être. Il mentionne nonchalamment à Shino qu'il a rencontré une illustratrice renommée au travail et lui demande si elle postulait pour la prochaine exposition d'artistes. Elle lève les yeux, perplexe, et dit qu'elle a arrêté de dessiner il y a des années. Il se lève sous le choc et demande pourquoi, mais elle dit simplement qu'elle n'a plus rien qu'elle veuille dessiner. Il se souvient que l'autre artiste avait aussi dit la même chose. C'est alors qu'il réalise douloureusement qu'il ne les a pas aidés, mais a gâché leur vie. Le lendemain, il se fait réprimander au travail pour n'avoir pas récupéré une œuvre de l'illustratrice, un autre signe qu'il n'est même pas bon dans le futur où il vit. Kawase, qui semble désormais moins bien classée qu'elle ne l'était dans leur vie antérieure, s'excuse pour le comportement de son patron et ils partent déjeuner. Pendant qu'elle mange, elle complimente Shino d'avoir préparé de sains repas pour lui en se levant tôt. Il réalise tout ce qu'elle a sacrifié pour devenir sa femme, et Kawase aussi, qui était autrefois une directrice influente, travaille maintenant dans une entreprise de second rang à un poste inférieur. C'est comme si la vie de chacun avait empiré après l'avoir eu dans leur vie et il va consulter le profil de Nanako en ligne. Ce soir-là, il consulte le profil de Nanako et est anéanti de découvrir que non seulement son nombre d'abonnés est bien inférieur à celui de la chronologie originale, mais que sa vidéo la plus récente est une annonce où elle déclare arrêter la musique. Ensuite, il vérifie Roku et comme il le craignait, Roku a abandonné l'écriture il y a longtemps. Un par un, leurs avenirs s'étaient effondrés comme un château de cartes. Bien qu'il ait eu les meilleures intentions pour eux, tout ce qu'il avait fait, c'était d'éteindre leur lumière. Il leur avait ôté leur créativité et en substance, leur avenir, seul lui ayant désormais une fin heureuse. Cette nuit-là, il rentre chez lui complètement ivre et Maki se plaint qu'il pue horriblement. Il va voir Shino, pleurant comme un enfant et s'excuse d'avoir gâché sa vie. Il couche Maki et s'assoit pour discuter. Elle demande si quelque chose le dérange concernant le fait qu'elle ne dessine plus et dit qu'elle pensait qu'il avait fait la paix avec ça il y a plusieurs années. Quand il continue de l'interroger à ce sujet, elle avoue que pendant tout le temps où il travaillait sur le développement de jeux après le départ de Roku, elle a réalisé qu'elle dessinait quelque chose qu'elle n'aimait pas, juste pour le progrès et les délais. Il se souvient de ce jour où il l'a forcé à changer son style de dessin, juste pour qu'il puisse terminer à temps, et comment il a rejeté son idée si bonne juste parce qu'il devait respecter la date limite. Elle lui confie qu'elle a peu à peu perdu le goût du dessin, mais qu'elle ne lui en a pas beaucoup parlé car elle savait qu'il faisait de son mieux. Il n'a pas pu s'empêcher de se remettre à pleurer, et elle le réconforte en le serrant dans ses bras comme un enfant. Le lendemain, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner, Kyoya se dit que, au moins pour Shino, il doit absolument mener cette vie correctement sans répéter les mêmes erreurs, sans essayer de réparer les gens comme s'ils étaient de simples PNJ cassés dans un jeu mal codé. Cela faisait près d'un mois qu'il s'était réveillé dans ce futur, et même si ça lui semblait encore étrange parfois, il s'était peu à peu habitué à la vie qu'il menait désormais. C'était le week-end, et la petite Maki sautillait dans le salon avec toute l'énergie d'un lapin survolté, le suppliant de venir jouer avec elle. Trop épuisée pour se lever, Kyoya marmonne une excuse et, pleine de frustration, elle jette son doudou avec colère. Shino la fait s'excuser auprès du doudou et lui dit que ce soit une marionnette ou un être humain, tout est précieux et a de la valeur. En voyant cela, Kyoya ne peut s'empêcher de sourire devant la maturité de Shino et se demande ce qui va se passer à l'avenir en les voyant partir se promener. Le lendemain au travail, les choses commencent à dégringoler rapidement. L'un des artistes travaillant sur le projet de jeu actuel est en proie à un énorme blocage créatif et n'a pas produit un seul dessin depuis des semaines. Inquiet, Kyoya emmène un de ses collègues pour rendre visite en personne à l'artiste Minori. À leur grande surprise, quand elle ouvre la porte, elle porte un cosplay flamboyant tout droit sorti d'un animé de Magical Girl. Voyant que c'était eux et non le coursier qu'elle attendait, Minori se fiche d'embarras avant de les inviter maladroitement à entrer. Il lui demande ce qui s'est passé et elle admet que bien que sa dernière visite l'ait motivée, elle est toujours incapable de dessiner. Plus tard, de retour au bureau, le patron réprimande publiquement Kawase pour ne pas avoir livré l'œuvre de Minori. Pour lui remonter le moral, Kyoya l'emmène déjeuner à nouveau. Autour de bantos et d'une soupe mise au tiède, elle se confie sur la façon dont son contrat l'oblige à n'utiliser que des logiciels approuvés par l'entreprise, ce qui restreint sa capacité à sous-traiter des tâches et rend impossible de répondre aux exigences créatives dans des délais aussi stricts. Trouvant cela injuste, il s'approche du patron et demande un report de la sortie pour améliorer la qualité et réduire les bugs. Mais le patron, en mode pur gremlin d'entreprise, rejette l'idée et lui dit de s'occuper de ses affaires. Il rentre chez lui et comprend que c'est ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Dans quelques jours, le jeu sera lancé malgré de nombreux bugs et l'absence des illustrations de Minori. Malgré les ingénieurs travaillant des heures supplémentaires, les erreurs se multiplient plus vite qu'ils ne peuvent les corriger. Et le projet se transforme rapidement en un cours de crash sur ce qu'il ne faut pas faire dans le développement de jeux. Chez elle, Maki montre fièrement un dessin de petite princesse fait au crayon de couleur, rayonnante, en demandant à Shino d'y ajouter quelque chose. Mais Shino refuse, murmurant timidement qu'elle ne sait plus dessiner. Kyoya s'assied à côté de Maki et propose d'ajouter quelque chose lui-même. Gribouillant maladroitement, il reçoit soudain un appel du travail concernant une crise et se précipite pour retrouver son assistant. Quand il arrive, il voit le patron gronder Kawase devant tous. Elle tente d'expliquer que le problème n'est pas la vitesse de production, mais le manque total de structure dans la gestion. Mais le patron ne veut rien savoir et dit qu'il veut le travail fait, qu'ils n'ont rien à réparer.
Continuez simplement à produire plus de jeux avec un calendrier plus serré. Kiyoya serre les poings, prêt à intervenir et à remettre ce minable à sa place. Mais il marque une pause. Il se souvient des paroles de Roku et réalise que s'il se bat pour les autres, ils n'apprendront jamais à se battre seuls. Plus tard, pendant qu'il travaille, une notification apparaît. Il l'ouvre pour voir que c'est une nouvelle vidéo mise en ligne par Nanako. Dans la vidéo, elle parle de sa précédente annonce, celle où elle disait qu'elle arrêterait de chanter. Mais ensuite, elle commence à parler de l'université et d'un garçon qui l'avait encouragé à chanter au départ. Kiyoya a immédiatement su qu'elle parlait de lui. Alors que la vidéo continue, elle raconte que bien qu'il l'ait encouragée et grâce à lui, elle a commencé sa carrière de chanteuse, c'est aussi de sa faute si elle n'a plus envie de chanter. Parce qu'il l'aidait constamment, elle a cessé d'essayer et s'est trop reposée sur lui. Et après son départ, elle n'a plus voulu chanter. Elle dit cependant qu'elle ne peut pas tout lui reprocher et laisser tous les efforts être vains. Alors, elle a décidé qu'elle allait chanter de nouveau. Kiyoya est assis là, complètement stupéfait, heureux que, malgré toutes ses erreurs, elle n'ait finalement pas abandonné son rêve de chanter. Au moins pour elle, les erreurs qu'il avait commises se sont transformées en une bénédiction par la suite. Après cela, il réalise que ce n'est peut-être pas toujours une mauvaise chose d'intervenir, et il se rend pour interrompre le patron qui réprimandait Kawase. Kiyoya pénètre directement dans le bureau du patron et lui demande calmement de cesser de crier sur Kawase, l'assurant qu'il trouvera une solution. Le patron semble satisfait qu'il soit prêt à prendre sa relève et lui accorde le contrôle total de l'équipe, à condition qu'il respecte sa règle. Kiyoya a alors proposé calmement qu'ils doivent d'abord changer le moteur du jeu, et le patron se met en colère car ils peuvent corriger les bugs au lieu de changer tout le moteur du jeu. Mais il ne cède pas et explique que les bugs et les erreurs sont des symptômes d'un problème plus profond. Le moteur de jeu est nul et le réparer c'est comme mettre un pansement sur un navire qui coule. Le patron dit qu'ils n'ont pas le temps pour des mesures aussi drastiques, mais il appelle son junior et lui demande d'apporter une clé USB. En quelques minutes, il remplace le moteur et miraculeusement, le jeu fonctionne bien. Quand le patron exige de savoir comment diable cela a été possible, il révèle qu'ils ont utilisé un moteur d'une autre entreprise haut de gamme. Le patron pique immédiatement une crise à cause du coût, jusqu'à ce que Kiyoya fasse glisser un dossier comme s'il présentait des renseignements gouvernementaux secrets, et explique qu'il a géré le budget en réaffectant les dépenses de l'équipe et en réduisant les coûts inutiles. Maintenant que les choses sont stables, il assigne de nouvelles tâches. Quelqu'un est chargé de gérer les comptes de réseaux sociaux, un autre remet les serveurs en ligne, et ainsi de suite, il donne à chacun amplement de temps pour bien faire son travail. Naturellement, le patron pète encore les plombs, hurlant à propos des délais et insistant qu'ils ne peuvent pas se permettre un autre échec. Le patron, réalisant d'une manière ou d'une autre que crier ne fonctionne pas sur lui, finit par partir en trombe, mais ne dit plus rien. Plus tard, ce jour-là, il rend visite à Minori et lui apporte une poignée d'œuvres d'art d'un artiste qu'elle admirait autrefois, espérant que cela rallumera l'étincelle qu'elle a perdue. Elle est ravie et feuillette attentivement les dessins, les yeux écarquillés. Elle avoue qu'elle a failli abandonner l'art au lycée, non pas parce que les gens ne l'appréciaient pas, mais parce qu'ils disaient sans cesse que ses dessins étaient trop techniques et manquaient d'émotion. Ce genre de critique l'a profondément marqué. Mais ce qui l'a sauvé à l'époque, c'était un artiste dont les illustrations de jeux étaient remplies de chaleur et de charme, et il s'avère que cet artiste n'était autre que Shino. Les dessins qu'il a apportés? Oui, c'était les dessins de Shino d'il y a quelques années. Minori lui demande de lui laisser une semaine et qu'elle va terminer les dessins d'ici là parce qu'il l'avait inspiré de nouveau. Le lendemain matin au travail, son assistante accourt et lui dit que Kawase n'est pas là, qu'elle part pour sa ville natale. Kawase prend un taxi et se précipite à l'aéroport, se sentant coupable une fois de plus et se reproche de lui avoir volé la vedette en tant que chef de projet, la poussant ainsi à abandonner. Il avait décidé de faire son travail à sa place et maintenant elle part à cause de ça. Il se réprimande d'avoir fait la même erreur qu'avec Roku et court à l'aéroport pour l'empêcher de partir. Il la retrouve juste à temps et s'assoit pour lui parler. Il lui dit qu'elle ne peut pas démissionner et que c'est son erreur d'avoir pris sa place et de l'avoir embarrassée devant ses juniors. Mais elle le fait taire et lui dit de ne pas être idiot, qu'elle ne démissionne pas et qu'elle avait déjà annulé le vol. Elle lui demande pourquoi il s'inquiète tant pour elle et il répond que c'est parce qu'il a peur qu'elle aussi abandonne sa passion comme les autres à cause de sa faute. Il dit tristement que, bien qu'il puisse paraître altruiste aux yeux des autres, il est en fait assez égoïste car il suppose que tout le monde veut son aide et gâche ainsi leur vie. En l'entendant dire des bêtises, elle devient furieuse et commence à le rouer de coups de sac à main. Elle lui demande pourquoi il ne demande l'aide de personne au lieu de porter tout le fardeau sur lui-même. Les larmes aux yeux, elle lui demande s'ils sont si peu fiables pour lui. Elle lui reproche de ne pas être responsable de l'avenir de tous et qu'il n'a forcé personne, alors pourquoi devrait-il endosser toute la faute ? Une fois qu'elle se calme, ils s'assoient et prennent un café tranquillement, gênés d'avoir fait une scène à l'aéroport. Elle décide alors de prendre le vol après tout, non pas parce qu'elle va démissionner, mais parce qu'elle veut se détendre quelques jours. Après son départ, il souhaite pouvoir remonter le temps maintenant, et comme par hasard, Tammy apparaît de nulle part et est d'accord. Tommy le regarde un instant et lui demande doucement s'il veut vraiment remonter le temps. Kiyoya ne dit rien d'abord, il hoche juste la tête, le poids de sa décision planant dans le silence. Elle lève un sourcil et lui demande s'il a vraiment réfléchi, lui rappelant que dans cette vie,
il a une femme et une fille. Elle lui demande s'il est vraiment prêt à abandonner le bonheur qu'il a trouvé ici pour retourner à une époque où la vie était plus dure, les responsabilités plus lourdes et personne ne savait ce qu'il attendait. Mais Kyoya sourit simplement et dit qu'il ne retourne pas courir après le bonheur, ni flirter, ni jouer les monsieur génies. Il veut revenir parce qu'il veut être avec tout le monde à nouveau pour vivre la tristesse avec eux. Pas seulement la joie, mais tout cela. Elle lui tend un mouchoir pour essuyer ses larmes et commence à préparer le sort, ou quelle que soit la méthode cosmique de distorsion temporelle qu'elle utilise. Mais il l'arrête. Il tient à voir Shino pour lui dire au revoir avant de partir. De retour à la maison, la petite Maki court vers lui, pleine d'énergie et rebondissant comme une balle de ping-pong. Elle lui annonce avec enthousiasme que Shino a recommencé à dessiner avant de lui présenter l'œuvre. En la regardant, il est complètement hypnotisé par la beauté brute et saisissante du dessin. À cet instant, Shino les rejoint pour l'accueillir. Il lui demande ce qui l'a poussé à redessiner, et elle répond que c'est parce qu'elle a joué au jeu qu'il a fait avec Kawase. Et en voyant les œuvres de Minori, elle a eu envie de dessiner aussi. Il serre Shino et Maki dans une étreinte forte, les tenant près de lui comme les choses les plus fragiles et précieuses au monde. Et pour lui, elles le sont. Cette nuit-là, en les couchant, Shino dit doucement qu'elle est contente d'avoir repris son crayon, avouant qu'elle avait autrefois tenu sa passion pour acquise. Elle avoue que maintenant, elle est prête à dessiner beaucoup plus. Il sourit et lui dit de se lancer à fond, l'assurant qu'elle aura toujours son soutien. Le lendemain, il les observe tous les deux depuis l'embrasure de la porte, le cœur à la fois rempli et serré. Après avoir contemplé la scène, il leur fait un adieu silencieux et sort. Tammy l'attend dehors, comme un chauffeur Uber venu du futur, et lui demande s'il est enfin prêt. Il hoche la tête et elle lui donne un seul conseil, ne pas se sous-estimer et qu'il ne peut pas aider tout le monde. Il promet de ne plus refaire ça et cette fois, il fera les choses comme il faut. Elle lève alors la main et dans un éclair de lumière, elle le transporte dans le passé. Il se réveille brusquement et au-dessus de lui, Nanako est penchée, l'air préoccupé. Avant même qu'il n'ait pu se redresser complètement, Shino arrive en courant, elle aussi, très inquiète. Toutes deux lui demandent s'il va bien. Il se redresse lentement, hochant la tête. Les filles lui disent que Roku a abandonné l'université et Shino demande, confuse, pourquoi il ferait ça. Il ne répond pas et dit plutôt qu'il doit sortir. Il sait maintenant qu'il n'est ni un héros, ni un sauveur et qu'il ne peut pas tout arranger, mais il peut rectifier les choses. Le lendemain au collège, Ikawa le surprend par derrière et lui fait peur et Kyoya sursaute puis rit. Ils discutent comme au bon vieux temps et ensuite il part retrouver Takashi, passant du temps à s'amuser avec le club de photographie avant de décider de rencontrer Kana. Il lui demande nonchalamment si elle savait pourquoi Roku était parti et elle explique que d'après ce qu'elle a entendu, c'était à cause de problèmes familiaux. Elle secoue ensuite la tête, disant que c'est dommage car ils avaient gagné assez d'argent pour couvrir ses frais de scolarité. Il acquiesce à voix haute, mais en silence, il se dit qu'il croit en Roku. Si l'écriture est vraiment la voix de Roku, alors d'une manière ou d'une autre, quelque part, ils se croiseront à nouveau. L'important, c'est que cette fois, il ne forcera rien. Un jour en classe, Nanako évoque la compagnie de jeux vidéo qui l'a approché, lui demandant de composer et d'interpréter la chanson thème. Elle semble hésitante, nerveuse même. Et Kyoya l'encourage à sauter le pas. Elle dit qu'elle a peur et il lui rappelle que c'est pareil que lorsqu'ils ont mis sa chanson en ligne. Elle n'est pas d'accord et dit que ce n'est pas la même chose, car elle l'avait pour l'aider à l'époque. Elle demande timidement si elle peut l'aider à nouveau, mais il l'encourage à essayer de le faire seul et lui dit qu'il croit en elle. Mais avec Shino, les choses sont différentes. Un matin, au petit déjeuner, elle avoue qu'elle n'a plus envie de dessiner. Kyoya marque une pause troublée et son esprit revoit la future Shino, la douleur, la passion, les sacrifices silencieux qu'elle a fait. Il veut l'inspirer, mais ne sait pas comment. Cet après-midi-là, alors qu'il traverse le campus, perdu dans ses pensées, il bouscule accidentellement une fille qui passait en courant. Elle trébuche, s'excuse et commence à ramasser ses affaires éparpillées. Il remarque un carnet par terre, rempli de croquis magnifiquement détaillés et une copie du jeu qu'il avait créé avec ses amis. Il les ramasse, stupéfait, et la fille les lui arrache des mains, protectrice. Alors qu'elle se retourne, il aperçoit sa carte d'étudiante. C'est Minori, la même Minori qu'il connaissait du futur, bien qu'elle ait une apparence très différente, en particulier ses cheveux qui sont maintenant plus courts et de couleur noire. Alors qu'elle s'éloigne, toute troublée, Kyoya reste là, riant doucement et se remémore les paroles de Kawase, qu'aucun effort en ce monde ne sera vain. Et peut-être, juste peut-être, elle avait raison. Commentez ci-dessous, Ultra Nerd, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.